bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre émission, une émission spéciale consacrée à nos cousins d'Amérique du Nord avec le chanceux Jean-Baptiste Paty qui rentre du Québec. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir Jean-Loup, bonsoir à tous. Et oui, chanceux d'être allé au Québec, mais aussi chanceux et très honoré d'être allé sur les traces d'une grande figure de journalisme de guerre, Marcel Ouimet, tout à fait, reporter à Radio-Canada, la radio, un média qui a tant compté durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, nous irons voir son parcours. Nous parcourrons avec lui l'Europe jusqu'au bunker d'Hitler. Il avait débarqué le 6 juin 1944 à Bernières-sur-Mer. Et puis, si nous sommes allés, nous, sur place au Canada, vous, Jean-Loup, vous êtes allé en Normandie. Oui, alors vous souriez, vous vous moquez presque. On a traversé la Normandie pour aller dans le Perche à la rencontre de Québécois qui viennent sur la terre de leurs ancêtres, pionniers bien sûr de cette Nouvelle-France. D'ailleurs, que reste-t-il de la Nouvelle-France, Jean-Baptiste ? Eh bien, un archipel, Saint-Pierre et Miquelon. Tout à l'heure, vous découvrirez des images exceptionnelles entre rêverie et contemplation. Chenu, oui, quel est le lien commun entre Céline Dion et Madonna ? Mais écoutez, moi, je n'en sais rien. Écoutez, je vous rappelle quand même, Jean-Loup, que vous êtes l'homme de Rocking Chair, spécialiste de la musique. Donc, tendez-leur une perche, elles vous répondront. Hein. C'est vous qui faites le boulot d'intervieweur, c'est pas moi. Là. Merci, bravo pour la blague. Je vous présente aux invités. Raymonde L'Italien, bonsoir. Historienne, québécoise, conservatrice d'archives. Un drôle de nom pour une québécoise, L'Italien. Vous nous direz pourquoi. Roland Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Association des Tremblay de France. Alors là, vous êtes nombreux, vous. Et Monsieur Tremblay, vous êtes très très bien entouré parce que vous avez deux Québécoises à vos côtés et à votre gauche, Marie-Ève Vaillancourt. Vous êtes médiatrice historique et culturelle au centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer. Allez, on vous emmène dans le Perche. Ça vous plaît le Perche, l'Orne, Jean-Baptiste ? Eh bien, avec Jacques Vetter, Fabrice Huguin et Xavier Gérard, on est allé à la rencontre de gens. Regardez bien. Ce jour-là, direction Tourouvre, dans l'Orne, au Muséal, le lieu mémoire de l'émigration percheronne. Le Perche, d'où sont partis les Normands qui, au XVIIe siècle, ont peuplé la Nouvelle-France. On est parti de toutes les régions de France, pas seulement du Perche. Mais du Perche, on va partir tôt, dès les années 1634, et on part en famille. C'est pas une immigration de misère comme on peut l'imaginer, comme ça a été le cas pour les Irlandais à une époque. Ici en France, même au XVIIe siècle, toute la terre est déjà occupée, elle a un propriétaire. En Nouvelle-France, le roi donne de la terre et il en donne beaucoup. Ces 282 percherons qui sont partis sont aujourd'hui les ancêtres de tous les Québécois francophones, que ce soit les Tremblay, les Gagnon, les Rivard, les Pelletier, les Mercier, les Fortin, les Dion et j'en oublie. Alors, ce jour-là, les deux Québécois qui visitent pour la première fois la région percheronne sont vraiment sur les terres de leurs ancêtres. Moi, par ma mère, c'est les Gagnons. Alors, les ancêtres viennent tout près, là. On m'a dit, là, même j'ai vu la maison ici, la photo de la maison. Moi, c'est les Pelletier. Mais le premier Pelletier qui est un Guillaume. C'était un Guillaume. Qui est venu avec son fils et je fais partie de la nombreuse descendance des Pelletier. C'est émouvant pour vous d'être là aujourd'hui? Ben oui, beaucoup. Ah non, même depuis hier, là, depuis qu'on est entré dans la région de la Perche, là, avec Mortagne, Haute-Perche, là, je me dis, mon Dieu, mes ancêtres ont vécu, ont circulé ici, dans les champs, partout, là. Je sais pas, moi, ça me touche. Ma cabane au Canada, tant que tu resteras, ce sera le paradis. On s'aperçoit que notre toute petite province, elle est quand même à l'échelle du monde, puisqu'elle n'a pas envoyé simplement que le cheval percheron au XIXe siècle, mais avant, il y en a d'autres qui sont partis, qui étaient des humains. Je viendrai à Montréal. Quand on arrive par exemple à Montréal, quand on découvre cette ville qui est extraordinaire, mais on se dit qu'au XVIIe siècle, c'est une poignée de gens, d'ailleurs venus du Perche, qui ont fondé Montréal. Ils sont parmi les fondateurs de Montréal. Alors on se dit quand même qu'on a droit, après tout, nous, qui les avons en quelque sorte envoyés là-bas, on a le droit d'être un peu fiers aussi avec eux, quoi. Dimanche au soir à Châteauguay. Tremblay est le nom le plus courant au Québec. Ils sont des milliers de descendants parce qu'un jour, Pierre Tremblay est parti de randonnée dans le Perche. On a énormément de visites, on a beaucoup de Tremblay qui vont donc au niveau des muséales à Tourouvre, mais qui passent d'office par randonnée parce que pour eux, c'est la maison de nativité de Pierre Tremblay. Et Pierre Tremblay a une renommée énorme, je dirais, au niveau du Québec et c'est très important.
Pierre Tremblay est parti donc à la Nouvelle-France en 1647. Donc c'est quelque chose, pour nous, c'est une identité qui est importante. Et en plus, on a des manifestations donc, qui sont organisées avec les Tremblay de France. Donc c'est pour ça que c'est un lieu important pour nous. Les liens entre le Perche et le Canada sont décidément très forts. Direction Mortagne-au-Perche, où depuis 3 semaines, un restaurant canadien vient d'ouvrir, tenu par un couple franco-québécois. Il faut que l'on voit ça, car ici, le mot de passe c'est poutine. Très bonne poutine en passant. Très bonne poutine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici, dans notre métro Montréal. C'est le nom de notre restaurant. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? On est revenu du Canada. Et on a vécu plusieurs années là-bas. On s'est vraiment plu là-bas. Et puis, ce qu'on a voulu, on a vraiment voulu ramener le Canada en France et principalement dans le Perche. Avec Alissa, votre femme, alors là, c'est quoi par exemple? Là, c'est une poutine. C'est une spécialité québécoise. On a vraiment ramené ça de là-bas. C'est frites avec une sauce brune et puis du fromage qui fond dessus. C'est super bon pour la santé. Oui, nous savons sur une musique lyrique, s'il en est de Gilles Vigneault, la poutine, on imagine que ça vous inspire, Chonu, la poutine? Oui, alors faites attention Jean-Loup, c'est particulièrement indigeste, surtout quand c'est cuisiné par Vladimir, il s'y connaît, donc voilà. Bon, un petit mot quand même à tous. Quand vous voyez cette poutine, franchement, qui apparaît en 1950, la gastronomie du Québec, c'est ça, Marie-Ève, Raymond, c'est comme ça, là-bas? On mange ça ou autre chose? Moi, je crois que beaucoup de Québécois aiment bien la cuisine d'origine normande. Ah bon, quand même. Et elle est vraiment présente chez vous? Oui, il y a des... En particulier, on a continué de manger du poisson. Le poisson du fleuve Saint-Laurent, le poisson du bord de mer, les coquillages, etc. D'accord. Va pour la poutine. En tout cas, c'est vrai, quand on voit la poutine, c'est pas vraiment ce qu'on trouve ici en France ou en Normandie. Alors, sur le plan gastronomique, est-ce que nous sommes cousins germains, cousins éloignés? Marie-Ève Vaillancourt. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris quand je suis arrivée en France, c'est le beurre doux. Là, ça allait pas du tout. J'ai pas compris à quoi ça servait. Il faut du beurre salé. Il y a ce qui nous ressemble et ce qui nous ressemble Voilà. pas. En tout cas, c'est ça la question de Jean-Baptiste. Entre cousins éloignés ou cousins germains, c'est vrai que ça a du sens. Roland Tremblay, vous, alors vous, ça a du sens pour vous, parce que vous êtes le président. Je suis dans le bon sens, les amis? Non, pas tout à fait. Il faut le mettre à l'horizon. Dans l'autre sens. Aidez-moi. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon, répondez-moi en tout cas en attendant. Quel est le... Oui, l'association Les Tremblay, c'est la plus grande association de descendants patronymique, a priori, oui, au Québec. Il semble que ce soit la plus nombreuse famille. Et en France, on est seulement 3500, donc c'est vraiment tout petit par rapport à eux. Par contre, on n'est pas descendants des Québécois. On est cousins presque germains, mais pas plus. Ça s'arrête là. Il est beau ce drapeau. Voilà. Sauf qu'il n'est pas à l'horizontale, mais ça ne fait rien. Mais sur ce qu'on vient de voir sur l'identité, c'est-à-dire sur les recherches identitaires des Québécois qui viennent dans d'autres régions, ça vous semble un phénomène extrêmement important aujourd'hui ou pas? Ça a été plus important que ça l'est aujourd'hui. On a actuellement, je dirais, un déficit de jeunes qui s'intéressent à notre histoire. Et aussi bien au Québec que chez nous, on a tout un tas de documents qui racontent tout. Il n'y a plus rien à chercher ni à prouver aujourd'hui. Donc en fait, je pense que ça fait un peu chuter nos associations à ce niveau-là. Peut-être qu'Internet aussi intervient, pas dans le bon sens, pour regrouper les gens. Je sais Mais pourquoi? C'est parce que finalement, on n'étudie pas cette histoire-là. Enfin, quelle histoire on étudie d'ailleurs au Canada? L'histoire de France. On peut dire que la recherche familiale, à toute fin pratique, elle a été largement faite par les Québécois principalement, et avec un programme très important de l'Université de Montréal à partir des années 60, le programme de recherche en démographie historique. Par ailleurs, en France, là, vous me posez la question sur l'histoire qu'on connaît du Canada. Eh bien, apparemment, on l'enseigne très, très, très peu, cette histoire du Canada ou de la Nouvelle-France ou du Québec. Personnellement, je ne connais aucun endroit, au primaire ou au secondaire, où on enseigne cette histoire. Et il y a quelques cours à l'université, à certaines universités, qui en parlent, mais c'est rare. Une histoire peut enseigner aussi chez nous. Et pourtant, le Canada, le Québec, c'est un peu un Eldorado. Jean-Loup, Marie-Ève, c'est quand même l'image de ce pays, ici en France. L'Eldorado, est-ce que c'est vrai pour les jeunes? Un Eldorado hivernal, peut-être, je ne sais pas. Je pense que si c'est
une image qui est véhiculée, qui revient toujours, c'est le froid, c'est l'hiver. Mais c'est la chanson de Gilles Vigneault quand même. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. l'hiver. C'est lui qui le chante, c'est le Canadien. Donc c'est aussi, ce que vous voulez dire, c'est ce qu'il y a de plus difficile à traverser, l'hiver, c'est ça? Probablement, oui, j'imagine. Je ne sais pas. Je suis née avec l'hiver, d'ailleurs, donc je ne peux pas m'imaginer. Ouais. Bon, alors, il y en a un qui est parti, je ne sais pas s'il aimait l'hiver, mais il avait envie de découvrir ce pays, c'est Samuel de Champlain. Parlez-nous, Jean-Baptiste, de Samuel de Champlain. Eh bien, Samuel de Champlain n'était pas normand. Il serait né à Brouage, en Saintonge, donc au nord de l'embouchure de la Garonne. Je dis bien serait parce qu'on a très peu d'éléments, en fait, vraiment sur ce personnage. Mais une chose est certaine, il est bien parti de Honfleur pour outre-Atlantique. Alors, il n'est pas passé inaperçu dans cette belle ville d'Honfleur. C'est vous, Jean-Baptiste, qui racontez avec Cyril Duponchel. Partir de Honfleur pour fonder la Nouvelle-France, diffuser la gloire du royaume, affirmer le pouvoir royal outre-Atlantique. Sur ses 12 voyages en direction de l'Amérique du Nord, Samuel de Champlain est parti 7 fois du port normand. Il n'existe aucun portrait fidèle du navigateur, seulement des représentations imaginées par les artistes. Son expédition la plus célèbre, 1608, la fondation du poste de commerce de Québec, à bord de son navire Le Don de Dieu. Le bateau ne va pas jusqu'à Québec, il s'arrête à Tadoussac et c'est en barque qui va ensuite jusqu'à Québec. Et ce Don de Dieu est tellement connu des Québécois que c'est son image qu'on va retrouver sur les armoiries et le drapeau de la ville de Québec. Au cours de ses voyages, Samuel de Champlain dessine des cartes de ses découvertes, comme celle-ci représentant Québec. Il résistera à plusieurs hivers dans 7 habitations. Il surmontera la neige, la glace, des températures jusqu'à moins 40 degrés. Samuel de Champlain est robuste, sa force de caractère lui permet d'asseoir son autorité. À l'occasion d'une de ces campagnes, entre guillemets, il y a une petite révolte qui s'est manifestée. Il y avait un meneur, il l'a assez vite identifié. Rapide procès, pendu haut et court, et les autres réexpédiés manu militari par le premier bateau vers la France. Donc il ne fallait pas trop lui marcher sur les pieds. Samuel de Champlain sera confronté à plusieurs rébellions. La cause principale, la traite de la fourrure. Il devra encadrer ce nouveau marché lucratif pour le royaume de France. À la mort d'Henri IV, il est chargé d'une nouvelle mission, inculquer les préceptes chrétiens aux tribus indiennes. C'est le début de l'évangélisation. Ce vitrail de la chapelle de Grâce sur les hauteurs de Honfleur en est le témoignage. Dernier défi de la colonisation relevé par ce pionnier, le début du peuplement de la Nouvelle-France. À la mort de Samuel de Champlain, en 1636, 150 personnes habitent le poste de commerce de Québec, 250 sujets du royaume sont établis en Nouvelle-France. Nous étions à Honfleur avec Samuel de Champlain. Alors, on n'a pas de représentation de son visage de cet homme-là. Exactement, on a vu un portrait dans le reportage, mais en réalité, ce ne sont que des portraits imaginés par des artistes. Non mais attendez, Jean-Baptiste, vous nous racontez n'importe quoi, vous êtes trop modeste. On le sait très bien, vous êtes de la famille de Champlain, regardez, hop, voilà. Hein, donc arrêtez de faire la modeste, là, écoutez, assumez mon vieux, assumez. Je vais prendre mon bateau alors. Très bien, bon vent mon capitaine. Alors une question, Madame l'Italien, oui, sans doute, autour de Champlain, n'est-ce pas Jean-Baptiste? Oui, Madame l'Italien, donc vous avez co-dirigé un ouvrage, Champlain, la naissance de l'Amérique française. On voit un visage là sur la couverture de ce livre, Madame l'Italien, mais en réalité, ce sont des portraits fantasmés. Oui, c'est au moins un portrait imaginaire qui pouvait représenter peut-être assez bien le premier commandant de Québec dans un vêtement qui pouvait rappeler des fonctions militaires qu'il exerçait effectivement. En fait, on n'a pas de portrait de Champlain de son vivant, sauf peut-être une simple silhouette au moment où il part à l'attaque des Iroquois en 1609. Alors, il apparaît comme... Justement, ça tombe bien, Chenu, il aime les Iroquois, c'est vrai? Alors, Champlain apparaît sur cette silhouette comme un personnage un peu... C'est toujours le même. Pas très grand, un peu rablé. Toujours Patier. Il est rablé, lui. Je vais finir au Canada, attention. Mais Madame l'Italien, ce qui est important, en tout cas, vous l'avez dit, il s'est autoportraitisé dans ses carnets de voyage, une source très importante pour connaître l'histoire de Champlain. Et dans ses carnets de voyage, il emprunte bien ce terme, Nouvelle-France, Canada, mais surtout pas Québec
ou surtout pas la province de Québec. C'est Parce très que sinon, important. c'est ça, vous parlez d'anachronisme historique sinon, c'est ça? Exactement. La province de Québec est une création du régime britannique après 1663, au moment où le territoire conquis par l'Angleterre a été défini comme une province anglaise. Le terme de Québec, à l'époque de Champlain, désigne un lieu qui est un simple comptoir de commerce des fourrures. Et tandis que le terme de Canada, qui avait été donné par Jacques Cartier à toute la région du Saint-Laurent... Le Malouin? Le Malouin, oui. Canada désigne tout le territoire que la France revendique en Amérique du Nord, mais surtout autour du Saint-Laurent et il va jusqu'au Grand Lac. Roland, Barry-Ève, petite chose sur cette histoire. Ça vous passionne, vous, ces histoires? Ce qui me fascine un peu, ou ce qui me fascine surtout, c'est de voir que ces gens-là partaient quand même avec des moyens limités pour traverser l'Atlantique, dans des conditions quelquefois un peu rocambolesques. On s'est rendu compte, en étudiant un peu l'histoire de nos cousins du Québec, qu'un certain nombre de bateaux n'arrivaient pas. Il faut savoir que lorsqu'ils partaient, dont Pierre Tremblay est parti sur un bateau qui n'avait pas été vraiment affrété, donc c'est un autre bateau qui l'a embarqué. Et aux Anachons, une histoire pire, c'est qu'en fait, elle n'a jamais été enregistrée au départ. On l'a reçu au Québec. Voilà. On l'a reçu à Québec, je dirais, alors qu'elle n'était pas partante de France. Alors Roland, d'un Pierre Tremblay à un autre Pierre, ça ne vous dérange pas, mais alors là, c'est vraiment, je fais un grand saut, une perche, comme dirait mon ami Chenu. Pierre Tchernial, vous connaissez cet immense homme de la télévision française, eh bien lui, il allait aussi au Québec, et regardez ce qu'il en écoutait de ce Québec, regardez. Les Canadiens français, on trouve leurs noms sur les boutiques, ce sont des noms bien de chez nous, et les personnages qui les portent sont des Français, ou presque. Chez Martin, chez Légaré, chez Rousseau, chez Dupuis frère, tenez, chez Dupuis, on parle français, on est en France ou presque. Je dis presque parce qu'il y a des mots qui ne sortent pas de notre vocabulaire à nous. Vous allez voir, vous allez entendre. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je voudrais un renseignement, ou quelques renseignements concernant ce réfrigérateur. Avec plaisir, monsieur. Je voudrais savoir quel est son volume, d'abord. Ça, c'est un modèle de 11 pieds cubes. 11 pieds cubes. Et quelles sont les dimensions? Les dimensions, ça, c'est un modèle de 60 pouces de hauteur et puis 30 pouces de large. Et quel est le degré de réfrigération? Ici, vous avez un degré de réfrigération de 0 degré. 0 degré Fahrenheit. Fahrenheit. 32 degrés centigrades au-dessous de notre zéro. Absolument. Et je voudrais savoir son prix. Puis à 299 piastres. Le dollar, si vous désirez, puisque nous disons toujours 3 dollars au piastre. Les Canadiens français disent depuis longtemps des piastres. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Merci. Piastres, pieds cubes et degrés Fahrenheit où je m'embrouille moi-même, voilà des mots que nous ne connaissons pas, de même que nous ne magasinons pas à l'aise chez nous et que nous appelons les chars usagés des autos d'occasion. L'optométriste, c'est un opticien. Les aubaines, ce sont des occasions. La cantine de luxe, c'est un petit restaurant sur le bord de la route. Et patate, c'est un vieux mot indien, le saviez-vous? C'est vrai que patate frite, il a raison, Pierre Tchernia, ça sonne mieux que Poutine. Enfin, moi, je dis ça. Je dis rien. Monsieur Chenu? Écoutez, je vous ai mis à côté de Pierre Tchernia. Vous êtes un dinosaure de la télé, Jean-Loup, hein, donc voilà. Bon, ben voilà, merci de le dire. Dites, là, on parlait de la langue actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces ressemblances entre... Enfin, voilà, cette langue, aujourd'hui, québécoise, il faut la défendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Ève? Cette langue française, finalement? Absolument, oui, c'est sûr. Après, notre façon de parler, elle est très nord-américaine aussi. Il y a des rondeurs qu'on entend justement là. Pour moi, en tout cas, ça devient concret beaucoup plus tard dans ma vie, ce besoin-là. La première fois où j'ai vraiment ressenti, parce qu'on parlait tout à l'heure hors antenne, ouais. de cette chose qui devient lointaine des cousins, et on n'enseigne pas à l'école, le fait qu'on vienne... Moi, en tout cas, ça m'a percuté quand ça m'est arrivé personnellement à moi, en Normandie la première fois, quand j'ai rencontré, si on peut dire, le grand-père et la grand-mère du centre Juno Beach, qui ont aidé à la création du centre Juno Beach en 2003. Il s'appelle Roger Raymond Alexandre, c'est des Normands. Ouais. Et Raymond vient du Perche. Et la première fois que j'ai entendu parler, c'était ma grand-mère qui me parlait. Et là, j'ai été émue pour la première fois. La question m'a jamais percutée vraiment, mais là, oui. Ah bah oui, mais Madame l'Italien, vous, votre maman s'appelle?
s'appelle Gagnon. Gagnon. Alors là, vraiment, on est en territoire. Moi, je m'appelle Raymonde. Peut-être une question historique avec vous, Jean-Baptiste. Oui, madame, l'italien, il y a un mythe. On raconte qu'en fait, la langue parlée aujourd'hui au Québec était celle que l'on parlait ici en Normandie à l'époque de Samuel de Champlain, et que là-bas, elle est restée intacte alors que nous, cela a changé. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est une réalité, mais ce n'est pas que la langue normande qui s'est implantée au Canada. C'est en fait la langue de l'Île-de-France. Et, ce qui va vous étonner peut-être, on dit que c'est la langue de la cour qui s'est implantée. Alors là-dessus, se sont greffés des dialectes charentais, principalement, parce que l'autre groupe, après le groupe normand, qui était le plus nombreux à s'implanter, c'était le groupe charentais. Oui. Alors, les 3 groupes principaux, Île-de-France, Normand et Charentais, c'est eux qui ont légué leur langue, leur parler au Québec, au Canada. Et c'est ce qu'il en reste maintenant. C'est ce qu'il en reste maintenant, et on se comprend. Alors, il y a un homme pour lequel la langue française avait vraiment de l'importance, c'est un certain Marcel Ouimet. Jean-Baptiste, parlez-nous de cet homme remarquable, Ouimet. Oui, c'est le grand format de cette émission, un grand format pour un grand personnage, une figure vraiment emblématique de l'histoire du journalisme de guerre. Marcel Ouimet, correspondant de guerre de Radio-Canada, qui a débarqué chez nous. Il se définissait comme Canadien d'expression française. Il travaillait pour Radio-Canada, je vous l'ai dit, la radio, ce sont les mots. Il a toujours trouvé les mots justes pour décrire la guerre, les ruines, la mort, le sort des populations civiles aussi, et toujours avec une très grande sensibilité. Un journaliste qui a fait son travail au péril de sa vie. Un reportage signé Jean-Baptiste Partier et Charles Bézard. Voilà, on regarde ce reportage remarquable, Jean-Baptiste. La Normandie, cette Normandie que l'on veut toujours revoir, comme le dit la chanson, après tout, c'est un peu chez nous. D'autant plus chez nous aujourd'hui que certains de nos gars y dorment leur dernier sommeil sous ce sol riche que leurs ancêtres ont quitté pour aller fonder la Nouvelle-France. Bernières-sur-Mer, le 6 juin 1944. Marcel Ouimet, correspondant de guerre pour Radio-Canada, retrouve le sol normand de ses ancêtres. Il a 29 ans. C'est la 2e vague d'assaut. Il est au cœur des combats du jour J. Une fumée grise et noire commence à envelopper le village et quelques maisons sont en feu au moment où le premier soldat se précipite sur la plage. Les premiers Français que j'ai vus en France, ce sont ceux de Bernières, des Normands pour la plupart, quelques Parisiens aussi qui étaient venus à la plage pour une vacance. Ce sont eux, leurs femmes et leurs filles, qui ont lancé des fleurs à nos troupes comme elles défilaient dans les rues. Le débarquement. Le premier grand reportage de Marcel Ouimet sur la libération de l'Europe. Un récit entré dans l'histoire du journalisme moderne. De l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, pour les 75 ans de Radio-Canada, Marc Laurando a réalisé un documentaire sur les correspondants de guerre de la station. Marcel Ouimet était l'équivalent d'un, je vous dirais, d'un Hemingway. Correspondant de guerre aussi, ou d'un Albert Londres, correspondant à l'étranger. C'est un pionnier du journalisme international. C'est un modèle. C'est un modèle pour plusieurs générations de journalistes, pour ses reportages, en particulier sur le débarquement en Normandie, qui est une grande sensibilité. Après le débarquement de Normandie, Marcel Ouimet sera le grand témoin de la libération de Caen, de Paris. Puis il prend la direction de la Belgique, des Pays-Bas et entre dans Berlin au mois de mai 1945. Une formidable aventure journalistique et aussi technologique. C'est la naissance du grand reportage de guerre. Pour la première fois, les journalistes enregistrent leurs récits sur la zone de conflit. 70 ans plus tard, les reportages de Marcel Ouimet sont conservés comme un trésor dans ces lieux, aux Archives nationales du Canada. Renée Ouimet, l'une des 3 filles du correspondant de guerre, pénètre pour la première fois dans cet endroit. Devant elle, plus de 400 reportages de son père. C'est quoi ça? Regarde, lui, oh mon Dieu, qui est beau celui-ci. Regarde, ouais, absolument, beau, complètement neuf. Ouais. Ils prennent extrêmement bien soin des œuvres de mon père et d'autres, n'est-ce pas? C'est immense, c'est incroyable, formidable, ouais.
Dans le studio des Archives nationales, les enregistrements de Marcel Ouimet sont manipulés avec la plus grande précaution. C'est à ce moment que les petites embarcations de débarquement nous dépassent. Elles transportent les troupes d'assaut massées, l'arme au bras, coiffées de leurs casques d'acier. René n'a pas écouté les reportages de son père depuis son Des enfance. rations pour 24 heures, leurs gamelles, leurs pansements de poignets secours. Je n'ai pas entendu la voix de mon père depuis longtemps parce que mon père est mort en 1985. Alors ça aussi, ça me touche parce que moi, j'entends pas Marcel Ouimet, le correspondant de guerre, j'entends Marcel Ouimet, papa. À l'écoute des récits de Marcel Ouimet, le plus marquant, sa capacité à restituer les affrontements au plus près des combats. Puis on dit, mon Dieu, c'est vrai, il était là. C'est pas une émission de télévision, c'est pas un film Hollywood, c'est vrai. Nous roulons vers la première ligne. Un brigadier de Montréal au volant de notre Jeep conduit prudemment. La route est poussiéreuse et il sait que si notre véhicule soulève un nuage un peu trop perceptible, l'ennemi nous enverra une grêle de mortier au prochain tournant. Pour être sur le théâtre d'opération, Marcel Ouimet est incorporé dans l'armée canadienne comme un soldat. La grande différence, aucune arme dans la sacoche. Pour être protégé des tirs, 1 ou 2 gardes du corps. Comme tout combattant, Marcel Ouimet est vêtu d'un uniforme. Celui-ci est conservé au musée canadien de la guerre à Ottawa. Cette tenue, il l'a portée le jour J et pendant la bataille de Normandie. Cet uniforme que Marcel Ouimet a porté durant la Seconde Guerre mondiale était presque le même que les uniformes des soldats canadiens. La différence est que le soldat portait une arme et lui, un microphone. Marcel Ouimet, comme chaque correspondant de guerre, avait le rang de capitaine. Si être intégré à l'armée présente de nombreux avantages, Marcel Ouimet doit faire contrôler le contenu de tous ses reportages, au risque d'être censuré. Étonnant par exemple, dans un de ses récits, il loue la réussite des bombardements alliés tant décriés, contestés pour leur imprécision. Le raid massif fait hier soir vers les 9 h sur le périmètre de Caen par des centaines et des centaines de nos bombardiers avait eu de bons résultats. Une attaque formidable menée avec une précision mathématique au sujet de laquelle les soldats de la 2e armée ne tarissaient pas d'éloges. Censuré parfois, contrôlé toujours. Les lettres envoyées à sa femme, Jacqueline, restée au Canada. René en possède plusieurs centaines chez elle à Ottawa. Une correspondance presque quotidienne. La sensibilité de l'homme se révèle. Ma tendresse, je suis confus, je t'ai terriblement délaissé depuis tout près de 2 semaines. On m'aurait dit que je passerais autant de temps sans t'écrire que je ne l'aurais pas cru. Mais c'est la force des circonstances. Je viens en effet de terminer l'un des voyages les plus terribles de ma carrière. Des randonnées sans fin en jeep, du travail, et le soir pas d'électricité pour écrire à mon seul amour. Un homme sensible jusque dans ses reportages, Marcel Ouimet se plaît à décrire les paysages. Il est aussi attentif au sort des populations civiles. L'émotion était à son comble. À mes côtés, aux yeux d'une Française, nous l'appellerons Simone, les larmes aussi avaient perlé. Des larmes de joie et de reconnaissance sur une figure douce. Il adorait les gens de la rue. Oui, je pense que papa sentait que c'était important de connaître ce que monsieur et madame tout le monde pensaient, sentaient, etc. Loin des villes libérées et de la Normandie, l'être humain déshumanisé. Printemps 1945, la découverte des camps de concentration et d'extermination nazis. Le monde est bouleversé. En Allemagne, Marcel Ouimet trouve les mots pour décrire l'insupportable. On les a simplement laissés crever de faim. Regardez-moi les pieds de celui-là. Sous ses chairs, on dirait qu'il n'y a à peu près plus de muscles, qu'il n'y a que de l'eau. Regardez l'autre, son torse. Du rachitisme avancé, mais à l'exception de quelques-uns, les 77 qui restent sont aussi mal en point. Le choc vécu lors de son entrée dans les camps de concentration, Marcel Ouimet l'a partagé avec sa fille aînée Paul, qui vit à Montréal. Il nous en a parlé longuement des gens qui étaient cadavériques, qui pouvaient à peine marcher, des piles de cheveux, de dents, d'effets personnels. Ça aussi, ça l'a énormément marqué. Mais dans un sens, ça justifiait le fait
qui étaient allés pour raconter ce qui se passait. Être sur le terrain pour informer, pour dénoncer le nazisme, la dictature, une question de conviction pour Marcel Ouimet. Pendant tout son périple, il voyait ce qu'avait imposé le régime nazi à toute l'Europe, la lourdeur de ce qui avait été imposé. N'oublions pas que la Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique et que c'était en grande partie les systèmes fascistes, autoritaires, contre la démocratie. Marcel Ouimet était partie prenante là-dedans. Après 2 années à couvrir la libération de l'Europe, il retrouve les rives du Saint-Laurent et Montréal en 1946. Un retour difficile pour le correspondant. Il doit surmonter le traumatisme de guerre, reprendre une vie normale, retrouver sa place dans la salle de rédaction, au sein de sa famille et de son cercle d'amis. Leurs amis proches, en couple, il y en avait très peu qui comprenaient ce qu'ils avaient vécu ou les raisons pour lesquelles ils étaient allés. Heureusement que maman et nous trois, au niveau de la famille, on était une famille qui était très unie. C'est peut-être ça qui l'a sauvé. Il est très difficile de se retrouver une place dans la salle de rédaction. Suivre une conférence d'un organisme syndical après avoir vécu des expériences sur le front, ça vous paraît banal. Et on n'a pas trouvé dans les organisations de presse le terrain pour faire atterrir les correspondants. Un peu comme des anciens combattants, ils sont dans une ligue à part. Par la suite, Marcel Ouimet n'est plus jamais parti sur une zone de conflit. Il est devenu directeur des programmes de Radio-Canada. Du périple de son père, Paul conserve chez elle quelques vestiges de grande valeur historique, comme ce drapeau nazi tombé du fronton d'une mairie française, symbole d'un régime combattu et déchu. Ramassé dans le bunker d'Hitler, ce plan de table d'un dîner de hauts dignitaires nazis. Et ce papier à lettres trouvé sur le bureau du Führer à la chancellerie. Jamais montré et gardé précieusement, cet album de photographies. Une centaine de clichés pris par Marcel Ouimet. Un fond exceptionnel. Le correspondant de guerre s'approche des plus grands, ici Churchill. Et comme dans ses reportages, son regard se porte sur des hommes, des femmes, des enfants rencontrés dans les villes, sur le bord des routes. Saisissant, cette scène de l'épuration, ces femmes tondues pour une supposée liaison avec l'ennemi allemand. Aujourd'hui, la voix de Marcel Ouimet résonne du musée canadien de la guerre à Ottawa jusqu'au centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer. Le petit-fils de Marcel Ouimet, Alexandre, vit à Paris. Il vient souvent sur les pas de son grand-père en Normandie. Dans le film du musée, son grand-papa, comme il l'appelle, raconte le débarquement. Le brise-lames, tout ce qui se trouvait clairement indiqué sur nos cartes. Ça donne un peu la chair de poule aussi en entendant sa voix. J'ai une certaine fierté aussi vis-à-vis de ça, de savoir qu'il a fait quand même quelque chose et que sa mémoire et la mémoire de tous les soldats canadiens vont être préservés via sa voix. Les reportages de Marcel Ouimet, toujours diffusés au-delà des ondes et du temps, en Normandie, en France. Un bel hommage rendu à celui qui s'est toujours défini comme Canadien d'expression française. Je pense que, mon père a été très fier de votre émission. Peut-être, je pense qu'il aurait été, parce qu'il aimait tellement la France, je pense qu'il aurait été très fier de savoir que les Français ne l'ont pas oublié. Voilà. Il y avait des rires, des chants, de folles acclamations. Nous avions suivi en partie le cortège des voitures qui transportaient le général de Gaulle et quelques-uns de ses collaborateurs les plus étroits. Et à tout moment, la Marseillaise fusait de toutes les poitrines. Une Marseillaise vibrante, poignante, étourdissante même qui vous arrachait les larmes. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle de France. Non, les Français, les Normands n'ont pas oublié Marcel Ouimet. Chonu, un dessin hommage. Oui, grâce à Marcel Ouimet, les francophones d'Amérique du Nord ont pu suivre la reconquête de la mère patrie et de l'Europe tout entière. Madame Vaillancourt, ce sujet, ce reportage, quelques mots. Magnifique, c'est très émouvant d'entendre sa fille dire que ces années au retour au Québec ont été difficiles parce que c'était un sujet qui était ignoré, dont on ne parlait pas, dont il était difficile de parler. Là, on touche à quelque chose de fondamental dans l'histoire de comment les Canadiens français se souviennent de leur contribution à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et donc nous voyons un Safi qui parle de l'hommage rendu par la France. Qu'en est-il au Québec? Est-ce qu'il est reconnu à sa juste valeur, Marcel Ouimet?
Absolument pas, non. Il est très méconnu. Et c'est sûr que quand toute une équipe comme la vôtre va sur les lieux au Québec faire un reportage de cette qualité-là, je pense que là, peut-être que les Québécois vont être plus réceptifs. Tiens, les Français s'intéressent à notre propre histoire. Il faudrait peut-être qu'on aille fouiller. Donc, merci déjà. Parce que Marcel Ouimet, il est oublié avec tous les anciens combattants canadiens-français qui se sont enrôlés de manière volontaire durant la Seconde Guerre mondiale. Vous vouliez réagir, Madame l'Italien, aussi? Oui, je pense que c'est aussi, ce reportage est aussi un témoignage du rôle qu'a pu jouer Radio-Canada comme institution d'entraînement de qualité de reportage. Marcel Ouimet se situe dans la tradition de ces journalistes Radio-Canada, grands reporters de très grande qualité. Et aussi, ces reporters et Radio-Canada ont permis d'entretenir une qualité de la langue française comprise dans tout le Canada et comprise aussi à l'étranger dans les pays francophones. Alors d'ailleurs, on parlait aussi, bien sûr, de l'importance du Canada. Vous disiez un peu oublié, peut-être, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un point très important. Marcel Ouimet en fait partie. Il était incorporé dans l'armée et tous les soldats canadiens étaient volontaires. C'est important à Marie-Ève Vaillancourt, cette notion de volontariat. Oui, tout à fait. Bon, il faut dire quand même, il faut le préciser, la conscription est arrivée au Canada, mais à la fin de la guerre. Donc, entre 1939 et 1944, le service était volontaire. Pour le service outre-mer, il y a eu une conscription pour le service au pays qui est passée en octobre 1944, donc après le débarquement, après la bataille de Normandie. Et les premiers conscrits sont arrivés en Angleterre pour l'entraînement en janvier de 1945. Donc il y a eu 69 morts canadiens en tant que conscrits sur les 45 000 morts canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le 6 juin 1944, il y a parmi le commando Kiefer, parmi les 177 soldats, je ne vais pas dire deux Canadiens, je vais me faire disputer, deux Saint-Pierrais qui ont débarqué, un caporal et un sergent, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Oui, tout à fait. René Autin et Georges Messano, vous les voyez donc sur l'écran juste derrière moi. À votre gauche, René Autin, avec ce timbre, on voit bien l'importance de ce personnage. Et à votre droite, Georges Messano. Ils avaient respectivement 22 et 23 ans le jour J. Ils étaient de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais avant tout français, c'est très important. Je me tourne vers vous, Madame l'Italien. Pourquoi c'est Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est le seul bout de terre qu'il reste de cette fameuse Nouvelle-France. Pourquoi? Saint-Pierre-et-Miquelon a toujours fait partie des régions où les pêcheurs français allaient chercher la morue. Et cette pêche à la morue était très importante pour la France parce qu'elle servait en même temps d'école de formation des marins. Alors, au moment de la guerre de 7 ans, au moment des négociations avec l'Angleterre, la France a tenu mordicus à conserver Saint-Pierre-et-Miquelon, à la fois pour se ravitailler en poissons et aussi pour conserver leur école de marins. La France n'avait pas à ce moment-là d'école de marins militaires, de marins professionnels. Alors, ils ont réussi, au moment de la signature du traité de Paris de 1763, de garder Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce qui nous a permis d'avoir des brillants journalistes de Saint-Pierre-et-Miquelon ici. Et on accueille tout de suite Martine Briand, journaliste Saint-Pierraise. Bonsoir Martine. Bonsoir Jean-Louis. Bon alors c'est où Saint-Pierre-et-Miquelon? Vous avez raison de poser la question, oui. Parce qu'on situe mal Saint-Pierre-et-Miquelon. Généralement, on imagine ces petites îles du côté des tropiques ou au mieux dans le nord du Canada. Eh bien non. Pas du tout. Pas du tout. Quelques chiffres. Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel de 242 km², situé à 30 km de l'île de Terre-Neuve, la province canadienne. On est donc bien loin des Antilles ou du pôle Nord. Alors, on a des belles images, de très belles images de Saint-Pierre-et-Miquelon, tournées par un collègue canet qui, lui, est parti à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai l'impression, dites-moi Martine, ou on peut avoir l'impression, c'est quand même assez rare ça, non? Alors oui, Éric Thomas, et je pense que toute la régie ici va se joindre à moi pour lui faire un petit coucou à Éric et pour le remercier de nous avoir envoyé ces magnifiques images. Vous savez, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un pays rude, un pays austère, un pays difficile. Et je pense qu'il faut en tomber amoureux pour y rester. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Éric. On a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être une info historique? Oui, vous parliez des deux membres du commando Kiefer. Il faut aussi savoir que Saint-Pierre-et-Miquelon a été le premier territoire français libéré
par l'amiral Muselier le 24 décembre 1941. Et est devenu définitivement français en 1815. En 1815, avec, je crois, le deuxième traité de Paris, puisque en 1815, la France a recouvré tous ses droits de pêche dans l'est du Canada. Et les gens, les Normands, les Bretons, les Basques, qui constituent le fondement de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont revenus à partir du début du 19e siècle. Martine, il y a quand même aussi une histoire importante autour de la prohibition avec Saint-Pierre-et-Miquelon. L'histoire est importante, et puis la prohibition a eu un impact économique important pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi ? Et vous savez, maintenant, pour les touristes, ça fait un petit peu partie du mythe aussi. Oui. Vous savez que pendant la prohibition entre les deux guerres mondiales, il était interdit aux États-Unis de consommer, de vendre, d'exporter de l'alcool. Au Canada aussi. Mais au Canada aussi, mais pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon était une colonie française. Alors, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on recevait des caisses et des caisses d'alcool et discrètement, elles étaient reconditionnées, ces bouteilles, pour être envoyées au Canada et aux États-Unis. On dit qu'Al Capone est venu, mais je ne sais pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est vrai. Vous voyez, Jean-Baptiste, on ne sait pas tout dans l'histoire. Bon, une dernière chose, 6 000 habitants, c'est ça, à Saint-Pierre-et-Miquelon? 6 000 habitants, 600 habitants à Miquelon. N'oublions pas Miquelon, vous avez pu voir des images de Miquelon également. Et les étudiants, Martine? Et des étudiants de Saint-Pierre-et-Miquelon, environ 200 étudiants qui partent faire leurs études en métropole, puisque nous ne disposons pas à Saint-Pierre-et-Miquelon de possibilité de faire des études supérieures. Voilà. Vous dépendez de l'Académie de Caen, mais on va regarder tout de suite. Bien sûr, nous sommes rattachés à l'Académie de Caen. Allez, on regarde tout de suite un reportage chez Pierre-Marie Puot, qui est allé voir sur le campus que pensent les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, de cette région de la France, de la Normandie et de Caen. Regardez. En arrivant du lycée, l'endroit peut déjà donner le vertige. Le campus est une ville dans la ville, où se croisent plus de 20 000 étudiants. En arrivant d'un archipel lointain, l'université, c'est aussi la découverte d'un tout autre monde qu'on aurait eu de la peine à se figurer. À la rentrée, Adélaïde a posé son sac et sa guitare à Caen. Sa nouvelle vie a commencé en fac d'anglais. Je me suis dit que j'allais me perdre dans tous les bâtiments et finalement nos cours sont quand même assez dans les mêmes endroits, donc finalement ça va quand même. Elle a un accent, non? Pas particulièrement, on a remarqué deux, trois petits mots, mais sinon dans l'ensemble, non, on n'a pas eu trop de problèmes de compréhension par rapport à tout ça. Sûr qu'on s'en rend plus compte une fois qu'on est ici, parce qu'on nous fait répéter un peu quand même des fois. Dès que je parle vite ou quand je suis fatiguée, ou là j'ai toujours mon accent ou le matin j'ai mon accent qui revient, donc voilà. Qu'est-ce que vous savez de Saint-Pierre-et-Miquelon? Personnellement, pas grand-chose. C'est petit, il pêche la morue. Par ça. Adélaïde a grandi ici, sur ces cailloux perdus dans l'Atlantique Nord, entre Terre-Neuve et le Canada. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la fin des beaux jours coïncide souvent avec l'exil des enfants devenus grands. La réussite au bac sonne le signal du départ. La maman d'Adélaïde apprend à vivre avec cette absence à laquelle elle s'était pourtant préparée tout l'été. Ça fait forcément un gros vide. Alors on s'ennuie, forcément, il y a moins de bruit. Et il y a moins de bruit, surtout quand on a une musicienne à la maison, forcément. Et puis il y a toujours des amis qui venaient avec Adèle. Il y a du bruit, des rires, voilà. Alors à ce niveau-là, ça fait un vide, c'est certain. En Normandie, Adélaïde a déjà ses repères, ses amis. Bah oui, vous pourriez venir en vacances l'été. Finalement, le quotidien ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle avait imaginé. Pourquoi pas? Je pensais que les gens étaient assez... c'est dans leur bulle en fait. C'est compréhensible, c'est un peu l'image métropolitaine. Je me disais que en fait, ici c'était l'anonymat complet, mais alors que finalement je recroise plein de têtes, que même en tram ou dans les rues je recroise plein de têtes. Ça m'est déjà arrivé de recroiser même des Saint-Pierre en plein cœur de Caen. Dès son arrivée, elle a retrouvé les autres étudiants originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ils sont une bonne dizaine à former une petite communauté très soudée. Si on se sent seul ou qu'on va pas bien, les gens de France en fait comprennent pas forcément ce qu'on ressent. Quand on dit ouais, nos parents nous manquent, notre famille nous manque et tout, j'ai des copines moi qui m'ont dit c'est bon, tu les revois au mois de juin, c'est pas la fin du monde. Donc ils essaient pas vraiment de se mettre à notre place, ils essaient pas de compatir, alors que les autres Saint-Pierre savent ce qu'on vit vu qu'ils vivent la même chose. J'habite qu'à 100 km, mais ça compte aussi. Hein. Enfin, ça fait déjà un mois que j'ai pas vu mon père. Je suis désolé, mais... Après, c'est surtout l'environnement, le fait que tout le monde soit proche, que tout le monde se dise bonjour. C'est que des petits trucs comme ça, mais pour moi, c'est important. Moi, je viens vraiment d'un tout petit village où j'ai grandi qui s'appelle Le Thor. C'est 300 habitants et comme elle dit, tout le monde se fait la bise, tout le monde se dit bonjour. C'est des choses qui manquent quand on grandit, mais malheureusement, faut petit à petit s'en détacher pour se faire notre petit nid à nous plus tard ailleurs et voir ce qui nous plaît, quoi. Mais je comprends tout à fait ce qu'elle ressent, même si je suis de France et métropolitain, je comprends tout à fait ce qu'elle ressent. Mais après, c'est pas pareil, parce que les gens ont le choix de partir ou de pas partir, et nous, on n'a pas le choix. Si tu veux avoir un minimum d'avenir, faut s'en aller, quoi. Depuis le primaire, on se dit je vais passer mon bac et ensuite je vais partir en France, quoi. C'est ce qu'on se dit. Et finalement, ouais, c'est ça, on est conditionné, mais il y a toujours une petite appréhension quand même, finalement. Je pense que c'est une appréhension qui fait que je vais quitter tout le monde, quoi. Tout quitter, laisser derrière soi la famille, l'enfance. Le père d'Adélaïde, qui travaille au lycée professionnel de Saint-Pierre, est bien placé pour le savoir. Le départ pour la métropole est parfois un aller sans retour. On se conditionne à un départ pour plusieurs années. On le souhaite pour eux. Hein. Plus ça va être long, ça veut dire qu'ils réussissent leurs études, bien sûr, sur plusieurs années. Et est-ce qu'on se conditionne à un retour à Saint-Pierre, à Miquelon ? C'est la question actuellement. On n'a pas de statistiques précises, donc je pense que c'est le vœu des jeunes. Après, ils évoluent, ils deviennent moins jeunes, ils peuvent rencontrer quelqu'un d'autre sur place. Donc après, il y a tout un tas de paramètres. Les parents n'ont pas le contrôle là-dessus. Hein. À Caen, les soirées étudiantes rompent la monotonie. Elle est posée sur la plage. Bah oui. Il est bien son appart. Mais l'antidote au mal du pays, ce sont plutôt les soirées entre Saint-Pierrais. Merci. Il y a une photo qu'on a prise il y a au moins 2 ans. Ah oui, je suis là. Je suis sur la fenêtre. Revoir des visages familiers, ça fait du bien, quoi. Parce que ça nous ramène un peu, on va dire. Mais le lien avec Saint-Pierre et Miquelon n'est pas seulement affectif. La collectivité paye une bourse et des billets d'avion aux jeunes qui viennent étudier en métropole. On a le droit à un échec ou un redoublement. Et sinon après, on n'a plus de bourse. Donc en fait, on est obligé de réussir, quoi. On nous envoie déjà à quand même 5000 km de chez nous, donc c'est pas rien. Et puis si c'est pour louper, c'est un peu embêtant quand même, parce qu'il faut financer, il y a tout un cheminement derrière et il faut pouvoir y arriver, quoi. Du coup, ouais, on est obligé de se déraciner vraiment et de se dire on est conditionné ici et on doit réussir ici, quoi. Après, notre vie est ici maintenant, c'est plus à Saint-Pierre, quoi. Je ne peux vivre sans toi, et je ne peux vivre avec toi. Je peux très bien vivre sans moi, je suis foutue dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind, oh, I lost my baby. On sent du déracinement, on sent aussi beaucoup d'émotions. Alors, est-ce que Martine Briand, vous qui êtes Saint-Pierrais, c'est difficile ce déracinement quand même C'est toujours un peu difficile quand on habite à 5000 km de chez soi. C'est d'autant plus difficile quand on vient d'une île. Hein. Les Iliens vous le diront, une île, c'est presque un petit pays. Alors pourquoi pas aller au Canada finalement ? Alors certains étudiants vont au Canada. Vous voyez, sur les 200 étudiants qui sont actuellement à poursuivre leurs études en métropole, il y en a qui sont partis de Saint-Pierre, il y en a une cinquantaine qui sont au Canada. Mais nous ne sommes pas Canadiens, Jean-Loup. Nous sommes des Français d'Amérique du Nord. Bien sûr, j'oublie pas. Très bien, merci Martine. Restez avec nous. Marie-Ève Vaillancourt, nous, on peut voyager, on peut venir au centre Juno Biche. Rappelez-nous, dites-nous où c'est. Est-ce qu'on y voit ? Voilà, c'est à Courseulles-sur-Mer et sur la côte.
là où les Canadiens sont débarqués, enfin une partie. Et on peut entendre Marcel Ouimet dans notre film qui dure 12 minutes, qu'on a mis 15 mois à réaliser. Et on a dû péniblement extraire beaucoup de parties de Marcel Ouimet, mais c'est lui qui narrate le film avec son confrère Matthew Halton de la CBC. Et donc, on est porté par ces voix-là qui sont marquantes pour cette génération-là, tout à fait. Et c'est super émouvant de suivre Marcel Ouimet. Des choix difficiles, mais bon, on peut l'entendre et c'est lui qui porte le film avec les voix des soldats. Bien, on ira, puis on dit à tous les Normands d'y aller. Alors les Tremblay, vous, Roland Tremblay, qu'est-ce qu'on fait si on ne s'appelle pas Tremblay? Alors vous me tendez la perche, vous parlez de voyage en fait. Ouais. Je peux vous annoncer qu'aujourd'hui on est en train de mûrir un voyage pour le mois d'octobre l'année prochaine. J'ai déjà à peu près 48 préinscriptions. Et en fait, notre objectif, ce serait de concurrencer un peu les Québécois qui étaient venus à 480 jusque dans notre pays pour nous visiter. Ben, j'espère qu'on va vous aider. Alors, aidez-nous, on fait une publicité, on en profite. Merci. Restez avec nous, Jean-Baptiste. Et avant de partir au Canada, au Québec ou d'aller au centre Juno Beach, bien sûr, le livre, on peut aussi voyager avec cet ouvrage de vous, Raymond l'Italien, Champlain, la naissance de l'Amérique française, paru en 2004 aux éditions du Nouveau Monde. Pourquoi important Champlain? Parce que tout a commencé avec lui, Madame l'Italien. Et oui, je crois que c'est important de le rappeler. Toute cette présence française en Amérique qu'on vient d'évoquer tient au talent et à la ténacité et au savoir de ce personnage, Samuel Champlain, qui avait vraiment son point d'ancrage en Normandie. Ben, merci à tous les trois. Merci Jean-Baptiste. Ça donne vraiment envie de... Vous savez parler québécois maintenant, Jean-Baptiste, vous? Un petit peu, mais c'était pas une émission de niaise de même. Très bonne émission, Jean-Loup. Très bon. Mais ce que je peux dire, c'est à l'Arvoyure. Pardon? L'Arvoyure, 25 secondes, allez-y. Voilà, à l'Arvoyure, à tantôt. Ça met tout le monde d'accord, on le dit en Normandie, au Québec. C'est fini, on vous libère, Jean-Loup. Vive le GNR libre! Ah oui, c'est vraiment très très sympa. Je vous remercie, vous êtes moqué de moi, mais... Il n'en est rien, je saurai vous retrouver. Merci à tous, une très bonne nuit sur l'Art3. Merci à Loïc Lemarchand qui a réalisé cette émission, Nathalie Valin qui l'a préparée. Au revoir.